Les réflexes. Un exemple de communication nerveuse. Alors en parallèle à la communication nerveuse, il existe une communication hormonale. Alors nous allons aborder ce sujet des réflexes en 3 étapes. Première étape, je vais vous décrire globalement les choses. Deuxième étape, je vais détailler un petit peu plus. Et troisième étape, je vais détailler encore plus. Donc ça vous permet, si par exemple vous connaissez déjà bien le sujet, ça vous permet dans la première étape de réviser de manière rapide ce qui concerne ces réflexes, donc cette communication nerveuse particulière. Et si à l'issue de cette première étape vous n'avez pas tout à fait compris, vous pouvez écouter la deuxième étape. Si à la deuxième étape vous avez compris, eh bien vous abandonnez le cours. Sinon, eh bien vous pouvez passer à la troisième étape pour voir les détails. Alors commençons par la première étape, un bilan. On va faire un bilan de ce qui concerne cet exemple de communication nerveuse, donc ces réflexes. Vous êtes debout. Donc vous avez une posture droite, verticale, et vous êtes en équilibre. Si vous vous penchez un petit peu vers l'avant ou sur un côté, vous perdez l'équilibre. Et pour ne pas perdre l'équilibre, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites des mouvements qui vont rétablir la position de manière à ce que vous ne soyez pas au sol. Donc, vous avez en quelque sorte fait des réactions comportementales suite à un stimulus. Le stimulus, dans ce cas-là, c'est la perte de l'équilibre. Donc vos muscles vont réagir en faisant en sorte que la posture reste droite si vous avez besoin de rester debout sans bouger. Mais si vous marchez à tout instant, donc vous faites ce mouvement de marcher, mais vos réactions comportementales font en même temps preuve d'équilibre qui vous permettent de ne pas tomber. Donc ces mécanismes font appel à ce qu'on appelle un réflexe myotatique. Ça veut dire qu'un muscle va se contracter suite à son propre étirement, par exemple. Alors, en quoi consiste un réflexe myotatique? Imaginons, vous prenez un petit marteau de médecin et vous étirez un tendon, le tendon par exemple du muscle du mollet. Donc ce tendon est relié aux os du pied. Donc vous vous mettez en position et puis quelqu'un va stimuler, donc on appelle ça le stimulus, le tendon en étirant ce tendon. Alors comment est-ce qu'il fait pour l'étirer? Eh bien simplement le fait de frapper avec un petit marteau spécial fait que le tendon se trouve étiré. Et vous avez dans ce muscle ce que l'on appelle des récepteurs sensoriels un peu spéciaux, qui sont les fuseaux neuromusculaires. Donc lorsque le tendon est étiré, ces fuseaux neuromusculaires sont également étirés, ce qui fait qu'ils vont envoyer un message nerveux sensoriel en direction de la moelle épinière. Donc il y a un neurone sensoriel qui part du récepteur sensoriel qui est le fuseau neuromusculaire pour aller rejoindre la moelle épinière. Dans cette moelle épinière, l'axone du neurone sensoriel va faire synapse
avec un neurone moteur. Ce neurone moteur va à son tour envoyer un message nerveux moteur en direction du muscle et plus spécialement en direction de ce que l'on appelle une plaque motrice, c'est-à-dire un endroit où il y a une synapse entre ce neurone moteur, donc entre l'arborisation terminale de ce neurone moteur, et puis une fibre musculaire. Et en fait, un ensemble de fibres musculaires qui correspondent à des effecteurs vont se contracter et le pied, donc le muscle, va réagir en modifiant la position du pied. Donc voilà de manière globale à quoi correspond un réflexe myotatique. Alors pour les détails, ce sera dans la deuxième partie de l'explication. Un nerf, c'est quoi? C'est un regroupement de fibres nerveuses. Alors il y a dans le nerf des vaisseaux sanguins également. Donc vous avez des fibres nerveuses et des vaisseaux sanguins dans ce nerf. Alors, tout à l'heure on a parlé de messages nerveux sensoriels, donc d'un récepteur sensoriel vers un centre nerveux, donc ça peut être la moelle épinière et ou le cerveau. Et on peut avoir également un message nerveux moteur qui va d'un centre nerveux vers un effecteur, c'est-à-dire par exemple vers un muscle. Donc un message nerveux, c'est une somme de potentiels d'action dont la fréquence est variable, mais dont l'amplitude est toujours la même. Alors un message nerveux donc contient des potentiels d'action. Pour qu'un potentiel d'action puisse se former, il faut qu'il y ait une inversion de la polarité de la membrane de l'axone par exemple. Et cette modification de polarité de proche en proche fait que le potentiel d'action se propage, et s'il y en a plusieurs, eh bien plusieurs de ces potentiels d'action vont se propager pour constituer ce message nerveux. Alors l'amplitude totale d'un potentiel d'action est de 100 mV à peu près, donc c'est bien un signal nerveux individuel que l'on appelle le potentiel d'action. Et avant que le potentiel d'action ne se forme, il y a un potentiel de repos de la membrane. Donc à l'intérieur de la membrane, les charges sont plutôt négatives, tandis qu'à l'extérieur, les charges sont plutôt positives. Donc par un jeu d'ions, sodium, potassium, chlore, des protéines également qui ont plutôt une charge négative, donc globalement on a une répartition négative à l'intérieur de la membrane et une répartition positive à l'extérieur. Donc lorsque suite à un stimulus il y a inversion de la polarité de la membrane, c'est-à-dire que la membrane à ce moment-là devient positive à l'intérieur et négative à l'extérieur, eh bien on a un potentiel d'action qui va être généré. Donc à partir d'un potentiel de repos qui est d'à peu près moins 70 volts, lorsque les différents ions de part et d'autre de la membrane sont en équilibre, eh bien lorsque un stimulus provoque la dépolarisation de la membrane, eh bien on peut monter jusqu'à plus 30 mV, et si on va de moins 70 à plus 30, donc on a bien à peu près 100 mV, puisque de moins 70 à 0 ça fait 70, et de 0 à 30 ça fait 30. Donc 70 plus 30, on est bien à 100. Donc voilà, vous avez simplement compris que un potentiel d'action va être généré suite à un stimulus, et une somme de potentiels d'action va constituer un message nerveux qui va se propager le long de fibres, le long de dendrites par exemple, ou le long d'axones par exemple. Dendrites dans le cas d'un neurone
sensitif et axone dans le cas du neurone moteur. Alors, on a dit qu'il y a des zones de contact. Je vous ai dit que le message nerveux moteur arrivait jusqu'à ce que l'on appelle une plaque motrice, qui correspondait à une synapse entre l'arborisation terminale de l'axone, donc du neurone moteur, et puis les fibres musculaires contractiles de l'effecteur, donc du muscle. Eh bien, il y a une synapse que l'on appelle une synapse neuromusculaire. Les synapses sont des zones de connexion entre soit deux neurones, donc de neurone à neurone, donc une arborisation terminale d'un neurone, une fente synaptique et ensuite, donc on a un neurone présynaptique et un neurone post-synaptique, avec au milieu donc ce qu'on appelle la fente synaptique. Donc soit on va de neurone à neurone, donc arborisation terminale d'un neurone forme une synapse avec le corps cellulaire d'un autre neurone, et dans ces conditions on a bien une synapse neuroneuronique. Mais dans le cas d'une contraction musculaire, eh bien on a bien une synapse neuromusculaire. Donc une synapse entre un neurone et une fibre musculaire. Alors globalement, ce qui se passe, c'est que on a un neurone présynaptique qui envoie un message nerveux, donc qui est une somme de potentiels d'action, donc codé en fréquence et non pas en amplitude, puisque l'amplitude de chaque potentiel d'action est la même. Donc sa formation obéit à la loi du tout ou rien. Donc un message nerveux codé en fréquence du potentiel d'action arrive jusqu'à l'arborisation terminale du neurone présynaptique. Cette arrivée va provoquer la libération de neurotransmetteurs qui sont au préalable dans des vésicules, et sous l'action de l'arrivée du message nerveux, eh bien, ces vésicules vont libérer les neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Or, dans la fente synaptique, il y a des récepteurs spécifiques du neurotransmetteur. Donc ces neurotransmetteurs vont être libérés dans la fente, se fixer sur les récepteurs de ce neurotransmetteur, et ensuite il va y avoir un nouveau message nerveux qui va être généré. Ce message nerveux, en fait, il va faire que, à partir, donc si on parlait de tubule transverse, donc il va aller jusqu'au tubule transverse, donc d'un réticulum sarcoplasmique, où là il va y avoir libération d'ion calcium et contraction musculaire. Donc ça, c'était un exemple de synapse neuromusculaire. Donc voilà pour la première explication sous forme de bilan. Maintenant, si vous voulez, on va passer à la deuxième étape où je vais expliquer un petit peu plus en détail. Donc si vous voulez, vous pouvez arrêter le cours ici ou continuer encore un petit peu. Alors on va parler des caractéristiques d'un réflexe. Nous verrons également qu'il y a des éléments d'un arc réflexe. On va essayer de voir ce qui se passe du stimulus à la réponse motrice. Et puis nous verrons enfin la transmission synaptique. Alors, si l'on parle de réaction involontaire, on parle de réflexe. Si vous mettez votre main sur une plaque électrique qui est très chaude, vous la retirez spontanément sans avoir à réfléchir. C'est un réflexe. Si par exemple vous êtes dans le noir, vous allumez brusquement la lumière, eh bien votre pupille va s'ouvrir ou se fermer. Eh bien s'il fait noir, la pupille elle est grande ouverte, mais s'il y a de la lumière, la pupille se ferme, et ce d'autant plus qu'il y a plus de lumière. Donc c'est ce que l'on appelle le réflexe pupillaire. Donc les réflexes sont des réactions qui sont involontaires et qui vont être produites lorsque vous recevez une stimulation. Alors les stimulus sont de divers ordres, vous avez 5 organes d'essence, donc il y a au moins de grandes catégories de stimulus. Les réflexes sont très rapides, ils sont tous semblables en fait.
on dit qu'ils sont stéréotypés, mais cependant l'intensité est variable. Donc tout à l'heure on a dit que un message nerveux c'est une somme de potentiels d'action. Donc s'il y a 10 potentiels d'action, le message correspondra à 10 potentiels, mais s'il y a 100 potentiels d'action, le message est un petit peu plus intense. Donc là on a en quelque sorte une modulation de l'intensité du stimulus qui se répercute sur la formation d'un certain nombre de potentiels d'action. Donc ça veut dire que ces réflexes vont être stéréotypés, d'accord, rapides, d'accord, mais ils vont être d'intensité variable selon la nature, selon l'intensité du stimulus et donc selon le nombre de potentiels d'action qui va constituer un message nerveux. Donc ces réflexes vont intervenir dans de nombreux comportements, donc qui vont impliquer évidemment une contraction musculaire. C'est le cas des réflexes que l'on appelle myotatiques, myo ça veut dire muscle, myotatiques qui vont correspondre à une contraction d'un muscle qui sera déclenchée suite à son propre étirement, comme nous l'avons fait tout à l'heure lorsque nous avons tapoté sur le tendon d'Achille qui relie le muscle, qui relie le mollet, donc le muscle du mollet, à l'os du pied, à l'arrière. Donc les réflexes myotatiques permettent le maintien de la posture et de l'équilibre. Donc ça veut dire qu'au lieu de tapoter sur un tendon pour garder l'équilibre, eh bien de manière naturelle, le fait de se pencher, de se plier, de s'accroupir, induit des étirements. Et ces étirements sont des stimulus en fait qui vont faire en sorte que les réflexes myotatiques vont se mettre en place. Alors quels sont les éléments d'un arc réflexe? Il y a tout d'abord un récepteur sensoriel. Il y a toujours des récepteurs sensoriels. Donc un réflexe met toujours en jeu un récepteur sensoriel. Et le rôle de ce récepteur sensoriel va être de capter une certaine stimulation qui va permettre d'engendrer un message nerveux sensitif. Et ces messages nerveux vont aller jusqu'à un centre nerveux, alors qui sera soit la moelle épinière, soit le cerveau, soit les deux, soit que la moelle épinière. Donc dans le cas d'un réflexe myotatique, c'est que la moelle épinière. Donc le message nerveux va être transmis à un centre nerveux, on a dit moelle épinière ou cerveau, par les neurones sensoriels. Donc les neurones sensoriels vont conduire le message nerveux sensoriel vers un centre nerveux. Et une fois que la synapse va se mettre en place, une fois qu'il y aura ce que l'on appelle une connexion synaptique, eh bien les neurones moteurs vont à leur tour transmettre un message nerveux qui va alors provoquer la contraction des fibres musculaires et donc du muscle lui-même. Alors, dans ce cas, on pourrait peut-être parler du stimulus et la réponse motrice. Parce que là, on a le stimulus, qui n'est pas un message nerveux, mais qui est une stimulation qui va engendrer, grâce à des récepteurs sensoriels, un message nerveux, c'est-à-dire une somme de potentiels d'action. Donc si on parle de stimulus et si on parle de réponse motrice, la réponse motrice, c'est la réponse au stimulus, c'est-à-dire au message nerveux qu'a engendré le stimulus. Donc c'est une motricité d'un neurone moteur qui va envoyer une réponse motrice. Un message nerveux, donc, il est élaboré par un récepteur sensoriel à partir d'un stimulus qui sera de nature, par exemple, électrique. Le message nerveux élaboré par un récepteur sensoriel à partir d'un stimulus est de nature électrique. Attention de ne pas tomber dans le piège. C'est le message nerveux qui est de nature électrique, puisque le message nerveux qui correspond, imaginons il y a un seul potentiel d'action qui s'est formé,
eh bien, ça veut dire qu'il y a bien eu une inversion de la polarité de la membrane due à des ions sodium, potassium, globalement. Eh bien, cette inversion de polarité est bien de nature électrique, entre guillemets, même si ce sont des ions, ce n'est pas du courant électrique, mais ce sont des charges ioniques en fait, qui se répartissent de part et d'autre de la membrane. Donc la membrane d'un neurone, on a dit, elle est polarisée, et la polarisation membranaire observée en dehors de toute stimulation est appelée potentiel de repos, et sa valeur, cette différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane, est d'environ moins 70 millivolts. Donc c'est bien le potentiel de repos. Et là, il y a un équilibre dans la répartition des ions Na+, et K+, entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane. Sachant que l'intérieur est négatif par rapport à l'extérieur. D'où les moins 70 millivolts, le signe moins. La polarisation membranaire observée en dehors de toute stimulation, donc est bien, comme on l'a dit, le potentiel de repos. Un message nerveux correspond à des variations brèves de polarisation membranaire que l'on appelle, et je répète, potentiel d'action. Je répète, mais à chaque fois, j'approfondis un petit peu plus. Donc c'est une répétition, on va dire spiralaire, où à chaque fois on rajoute des éléments. Un message nerveux, il est codé. Alors, si vous vous souvenez bien, on avait dit qu'il est codé en fréquence de potentiel d'action, et non pas en amplitude, puisque tous les potentiels d'action ont la même amplitude. Donc, ces potentiels d'action qui constituent le message nerveux, donc ces potentiels d'action sont codés par la fréquence des potentiels d'action qui constituent ce message. Alors, ce message nerveux, donc, qui a pu naître au niveau d'un récepteur sensoriel, va se propager jusqu'à un centre nerveux, puis de ce centre nerveux, il va gagner le muscle. Mais, avant de gagner le muscle, donc, il se propage, ce message nerveux, le long de nerfs. Les nerfs, donc, sont des regroupements de fibres nerveuses, d'axones globalement, et la conduction s'effectue de proche en proche le long de ces fibres, donc qui peuvent être également des dendrites ou des axones. Par exemple, dans le cas de réflexe myotatique, entre le récepteur sensoriel et le corps cellulaire de l'axone du neurone sensitif, il y a une dendrite qui est très longue. Alors que dans la plupart des cellules nerveuses, les dendrites sont des petits prolongements du corps cellulaire. Mais là, c'est un cas spécial où les dendrites sont très longues. Et ensuite, à partir du corps cellulaire jusqu'à l'arborisation terminale de ce neurone sensitif, on a des axones. Alors, donc je vous ai dit que la conduction s'effectue de proche en proche le long des fibres qui peuvent être des dendrites ou des axones. La propagation d'un message nerveux au niveau d'une cellule musculaire est à l'origine de la libération d'ions calcium qui sont contenus dans une structure un petit peu particulière qui est un réticulum que l'on appelle réticulum sarcoplasmique et cela va provoquer la contraction de la fibre musculaire. Alors, concernant cette transmission synaptique elle-même, il y a une zone de contact entre deux neurones, ou bien entre un neurone moteur et une fibre musculaire, et cette zone de connexion est appelée synapse. Alors, il n'y a pas de continuité entre les deux synapses, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas entre les deux éléments d'une synapse, donc neurones présynaptique et postsynaptique, ou quelquefois la plaque motrice. Donc il n'y a pas de contact direct, mais simplement il y a une zone que l'on appelle un petit espace synaptique, et ce qui fait qu'on n'a pas de contact direct. Donc on a un espace, l'espace synaptique,
qui permet au neurotransmetteur de se mouvoir assez librement pour aller se fixer sur des récepteurs. Au niveau de cette synapse, la transmission va s'effectuer par l'intermédiaire de neurotransmetteurs, donc qui sont des substances chimiques qui sont contenues dans des vésicules avant leur libération dans l'espace synaptique. Et dans le cas du réflexe myotatique, eh bien, ce neurotransmetteur est appelé acétylcholine. Donc c'est bien l'acétylcholine, un neurotransmetteur qui est impliqué dans le fonctionnement des réflexes myotatiques. L'arrivée d'un message nerveux à l'extrémité de l'axone du neurone présynaptique entraîne la libération d'un neurotransmetteur dans la fente synaptique, donc là on avait dit que c'était l'acétylcholine, et les molécules du neurotransmetteur vont se fixer sur des récepteurs de la membrane, et ces récepteurs sont spécifiques au neurotransmetteur. Ça veut dire que si là par exemple on parle d'acétylcholine, eh bien il y a des récepteurs qui vont fixer de manière spécifique l'acétylcholine et non pas une autre hormone comme par exemple la dopamine. Bon, qui n'a rien à faire ici. La dopamine, on peut en parler dans le circuit de la récompense, mais ce n'est pas du tout l'objet de l'étude ici. Donc là, il n'y a pas de dopamine. Alors, donc je disais que les molécules du neurotransmetteur vont se fixer sur des récepteurs spécifiques qui sont situés sur la membrane de l'élément postsynaptique. Donc ça peut être la fibre nerveuse, dans le cas d'une synapse neuroneuronique, ou bien ça peut être sur la fibre musculaire, dans le cas d'une synapse neuromusculaire. Donc ce qui alors va générer de nouveaux potentiels d'action, mais qui seront ceux-là plutôt moteurs. Au niveau d'une synapse, le message est donc codé par la concentration de neurotransmetteurs. Donc ce qui permet de comprendre cette concentration, donc ça veut dire qu'il y a plus ou moins de neurotransmetteurs, et donc que le message codé en fréquence de potentiel d'action sera plus ou moins important. Parce que imaginons que vous avez un neurotransmetteur qui se fixe sur le récepteur, imaginons que vous avez un seul potentiel qui est généré. Mais si vous avez 10 neurotransmetteurs qui se fixent, imaginons que vous avez 10 potentiels d'action, donc vous voyez qu'entre 1 et 10, le message nerveux est plus important. Donc ça veut dire que la contraction du muscle sera plus importante s'il y a plus de potentiel d'action. On peut même dire que s'il y a un excédent de potentiel d'action, eh bien ça veut dire que le muscle va se tétaniser, il va se contracter en permanence, par exemple. Bon, voilà pour le deuxième niveau d'explication, qui était un petit peu plus compliqué que le premier. Si vous voulez, vous pouvez arrêter là, ou alors je passe maintenant au troisième niveau de l'explication, où je vais détailler encore un petit peu plus. Donc on est toujours dans la communication nerveuse concernant les réflexes. Alors, les mouvements réflexes. On va essayer de définir ce que sont des mouvements réflexes, puis ensuite nous verrons que il y a un circuit correspondant à ce mouvement réflexe, donc le circuit nerveux d'un arc réflexe avec bien entendu les éléments d'un arc réflexe qui seront détaillés. Et ensuite, nous verrons que la moelle épinière est un centre nerveux, c'est le centre nerveux du réflexe myotatique. Nous rappellerons quelques notions concernant le circuit nerveux au niveau de la moelle épinière et de la moelle épinière elle-même. Nous parlerons également du récepteur sensoriel au message nerveux. Ensuite, nous parlerons de la propagation de ces messages nerveux avant d'aborder le fonctionnement synaptique. Alors, commençons par, concernant ces réflexes, donc un exemple de communication nerveuse, commençons par les mouvements réflexes. Vous avez, à chaque instant de votre vie, des réactions. Vous pouvez lever un bras, bouger la tête, laisser tomber la tête.
Si vous laissez tomber la tête, ça veut dire que le réflexe myotatique ne fonctionne pas. Mais si vous gardez la tête droite, qu'est-ce qui fait que la tête est droite? C'est bien qu'il y a une contraction de certains muscles qui fait que la tête est droite. Si vous avez un corps positionné de manière verticale debout, si vous penchez un peu en avant, vous allez perdre l'équilibre et vous allez rétablir l'équilibre pour ne pas tomber. Donc ça veut dire que dans la vie de tous les jours, vous avez des réactions qui sont des comportements. On peut dire également que les comportements sont des réactions qui vont répondre à une stimulation. Par exemple, vous allez pouvoir essayer de garder l'équilibre, mais vous allez même pouvoir essayer de fuir, et tout en courant, vous n'allez pas tomber. Du moins, vous allez essayer de ne pas tomber. Vous pouvez vous défendre également. Si on vous attaque, vous pouvez combattre sans tomber. Si vous tombez, ça veut dire que vos mouvements réflexes ne sont pas efficaces concernant les réflexes myotatiques, concernant par exemple cette tenue qui peut rester debout. Vous pouvez prendre un objet également. Si vous prenez un bâton qui est lourd, eh bien, vous n'allez pas tomber, vous allez rétablir l'équilibre. Bon. Donc ça veut dire que vous avez toute une gamme de comportements, de réactions en fait, qui vont s'opposer à la gravité et réagir plutôt à la gravité pour que vous ne tombiez pas. Donc ça veut dire que vous avez des mouvements qui peuvent être volontaires ou non volontaires. Si vous décidez de vous pencher en avant, c'est volontaire. Mais pour ne pas tomber, vous allez avoir une réaction qui sera plus ou moins involontaire. Le corps rétablit de lui-même l'équilibre. Un réflexe, c'est une réaction involontaire qui intervient très rapidement en réponse à un stimulus qui tend, par exemple, à vous faire tomber. Alors, ces réflexes myotatiques vont concerner évidemment n'importe quel muscle. Alors, est-ce que ça va concerner le muscle du cœur? Bien non. Est-ce que le muscle du cœur est fixé sur le squelette? Eh bien non. Eh bien, les muscles qui sont fixés sur le squelette sont des muscles squelettiques. Et le cœur n'est pas un muscle squelettique. Donc, le réflexe myotatique va concerner les muscles squelettiques, c'est-à-dire les muscles qui sont rattachés aux os grâce à des tendons. Et ces muscles sont responsables de la mobilité du squelette. Donc si vous courez, c'est bien grâce aux muscles qui sont fixés sur vos jambes, et c'est pas dû au cœur. Le cœur, lui, son rôle, c'est d'être une pompe, une double pompe. Il y a deux cœurs qui sont accolés l'un à l'autre. Donc ça veut dire que ce réflexe myotatique, il se produit, il s'installe en réponse au propre étirement d'un muscle qui va réagir immédiatement en se contractant. Donc le réflexe myotatique concerne les muscles squelettiques. En réponse à son étirement à ce muscle, et je répète, le muscle va réagir immédiatement en se contractant. Ça veut dire que ce réflexe va intervenir inconsciemment et à tout moment de la vie. Et ça va assurer, donc ce réflexe, il n'y en a pas qu'un, ces réflexes myotatiques vont assurer le maintien de la posture et donc l'équilibre du corps. Alors, les médecins se servent de ce réflexe myotatique comme outil de diagnostic qui va souvent être utilisé pour apprécier le fonctionnement du système neuromusculaire. Pourquoi neuromusculaire? Parce que les neurones commandent les muscles. Grâce à l'arrivée au niveau d'une plaque motrice d'un message nerveux qui va libérer par exemple de l'acétylcholine qui va se fixer sur deux récepteurs et induire la contraction des fibres musculaires et donc du muscle tout entier, du muscle du pied par exemple, du mollet, etc. Chaque muscle peut se contracter. Donc les médecins par exemple vont pouvoir percuter légèrement le tendon d'Achille, donc qui relie le mollet à un os du pied. Vous connaissez la légende d'Achille?
Alors, donc, en percutant légèrement le tendon d'Achille, eh bien, le médecin va déclencher une brusque contraction du muscle du mollet, sans que ce soit contrôlé par votre volonté. Et dans ces conditions, eh bien, l'extension du pied va se faire. Le pied va entrer en extension. Mais ça, c'est pas contrôlé. C'est un réflexe myotatique involontaire. C'est un réflexe. Vous pouvez également, à l'aide d'électrodes réceptrices placées à la surface de la peau, enregistrer une contraction musculaire qui va répondre à un stimulus. Donc c'est ce que vous avez fait sans doute en activité avec votre enseignant. Donc il s'agit là d'une étude expérimentale qui permet de donner des caractéristiques, de dégager plutôt des caractéristiques de la réponse réflexe. Quelles sont ces caractéristiques? Eh bien d'abord c'est la rapidité. La réponse est rapide. Parce qu'évidemment si vous avez tendance à tomber, il faut vite rétablir l'équilibre. Si vous faites un 100 mètres, un 400 mètres ou un 60 mètres, si vous partez en courant à fond, il ne faut pas tomber. Et ne pas tomber tout en courant, eh bien ça met en jeu des réflexes myotatiques. Alors, donc, la réponse réflexe, elle est rapide, elle n'est pas volontaire et elle est stéréotypée. C'est-à-dire elle se fait toujours avec la même intensité. Attention, il y a une modulation selon le stimulus, modulation du message nerveux. Mais son intensité, donc elle est stéréotypée, mais son intensité est variable du fait qu'il y a un nombre variable de potentiels d'action dans un message nerveux. Donc si le médecin ou si vous amusez à faire ces travaux pratiques, en fait, eh bien, vous allez pouvoir déterminer le temps de réponse, et ce temps de réponse montre qu'un réflexe fait intervenir le système nerveux central, la moelle épinière, et ou éventuellement le cerveau. Mais dans le cas du réflexe myotatique, c'est la moelle épinière. Par exemple, le réflexe achilléen va nécessiter un trajet aller-retour entre le muscle du mollet et la moelle épinière. Plus spécialement la partie basse de la moelle épinière. C'est la raison pour laquelle on parle d'arc réflexe. Donc dans ces conditions, le cerveau n'intervient pas. Arc réflexe, donc zone de réception du stimulus vers la moelle épinière, retour vers le muscle. C'est bien un arc réflexe. Alors essayons de parler maintenant, concernant toujours cet arc réflexe, donc comment est-ce qu'on peut le mettre en évidence? Comment est-ce qu'on peut mettre en évidence le circuit nerveux d'un arc réflexe? D'abord, quels sont les éléments de l'arc réflexe? Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a le stimulus, le récepteur sensoriel, la moelle épinière, via le muscle. Essayons de détailler un petit peu plus. Donc un réflexe va faire intervenir successivement plusieurs éléments les uns après les autres. Et tout ça de manière rapide, comme on l'a dit tout à l'heure. Un récepteur sensoriel, tout d'abord. Il va capter une sensation. Ça peut être un étirement. Autrement dit, il va capter, ce récepteur sensoriel, ce que l'on appelle le stimulus. Donc quelque chose qui va le stimuler. Et ce récepteur sensoriel stimulé va alors élaborer un message nerveux qui va correspondre à ce stimulus. Si le stimulus est intense, le nombre de potentiels d'action sera plus important que si le stimulus est moins intense. Donc on va avoir une variation de la fréquence des potentiels d'action qui va constituer un message nerveux qui sera plus ou moins, dont la réponse en tout cas sera plus ou moins importante. Deuxième élément constituant l'arc réflexe, ce sont les fibres nerveuses. Elles sont regroupées en nerfs et elles vont transmettre le message nerveux sensoriel jusqu'à un centre nerveux moteur qui sera la moelle épinière et ou le cerveau. Bon, mais dans le cas du réflexe myotatique, je répète que c'est la moelle épinière uniquement, puisqu'on a un arc réflexe. Sinon, ça ferait récepteur, moelle épinière, cerveau,
moelle épinière, muscle. Donc là, on n'a pas un arc réflexe. Troisième élément qui intervient, c'est le centre nerveux qui va élaborer un message nerveux moteur. Donc ce sera la moelle épinière dans ce cas-là. Et donc l'élaboration d'un message nerveux moteur va dépendre de tous les messages reçus. Encore piégé. Le centre nerveux qui élabore un message nerveux moteur dépendant de tous les messages reçus. Donc c'était le troisième élément. Quatrième élément, vous avez d'autres fibres nerveuses qui sont également regroupées en nerfs qui vont transmettre le message nerveux moteur jusqu'au muscle. Enfin, dernier élément, c'est un organe effecteur. Donc là, dans ces conditions, ce seront les muscles, dont la contraction est provoquée par la réception d'un message nerveux moteur. Alors ça, ce sont les grandes lignes. Après, il faut détailler un petit peu plus. On a dit que la moelle épinière est un centre nerveux du réflexe myotatique. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, il faut comprendre le circuit nerveux au niveau de la moelle épinière. Nous savons que le corps cellulaire du neurone sensoriel, appelé neurone en T, se trouve dans le ganglion rachidien de la moelle épinière. Il est situé plus exactement, alors un peu d'anatomie, ça ne fait pas de mal, il est situé au niveau de la racine dorsale du nerf rachidien, le ganglion rachidien est situé au niveau de la racine dorsale du nerf rachidien qui est relié à la moelle épinière, évidemment. La fibre nerveuse conduisant le message nerveux du muscle au corps cellulaire est un long prolongement cytoplasmique de ce neurone appelé dendrite. Donc ça va du récepteur sensoriel à ce ganglion rachidien dans lequel il y a le corps cellulaire d'un neurone en T. Du corps cellulaire qui est situé dans le ganglion rachidien, donc corps cellulaire du neurone sensitif, eh bien un court axone va gagner la substance grise de la moelle épinière. Court axone du neurone sensitif. Donc il va du ganglion rachidien vers un corps cellulaire d'un neurone moteur qui est situé dans la moelle épinière. Donc je répète que du corps cellulaire du neurone sensitif qui est situé dans le ganglion rachidien, un court axone va gagner la substance grise de la moelle épinière. Eh bien, le message est alors transmis par une zone de connexion appelée synapse aux neurones moteurs ou motoneurones, dont les corps cellulaires se situent dans la partie ventrale de la substance grise de la moelle épinière. Son axone est très long. Et les dendrites très courtes au niveau de ce neurone moteur. Donc son axone est très long, c'est une fibre nerveuse, donc un axone, qui va emprunter la racine ventrale du nerf rachidien et conduire le message nerveux moteur jusqu'à la fibre musculaire. Donc, si on répète globalement, on a un message sensitif qui arrive le long d'un neurone sensoriel qui a son corps dans le ganglion rachidien. Ensuite, direction la moelle épinière d'un axone, de l'axone en fait de ce nerf, de ce neurone sensoriel, vers le corps cellulaire d'un motoneurone. Et là, on a une synapse qui se forme entre l'arborisation terminale du neurone sensitif
et le corps cellulaire du motoneurone. Donc transmission du message nerveux qui va se propager le long de l'axone de ce neurone moteur qui se dirige en direction d'un muscle. Et le muscle va pouvoir se contracter. Alors ensuite, essayons de voir donc du récepteur sensoriel au message nerveux. Rassurez-vous, on répète toujours un peu les choses. Dans le cas du réflexe myotatique, le récepteur sensoriel est un mécanorécepteur sensible à l'étirement. Et ce mécanorécepteur est appelé fuseau neuromusculaire. Fuseau neuromusculaire. Neuro pour neurone, donc l'axone, l'arborisation terminale de l'axone, donc du neurone moteur, arrive jusqu'à la plaque motrice. Donc dans le cas du réflexe myotatique, le récepteur sensoriel est un mécanorécepteur sensible à l'étirement que l'on appelle le fuseau neuromusculaire. Donc ça veut dire que la synapse va se former entre l'arborisation terminale du neurone moteur, donc de l'axone du neurone moteur, et la fibre musculaire du muscle, qui va alors se contracter sous l'effet de la libération de l'acétylcholine. Donc il existe également donc, des structures mécanoréceptrices qui sont situées au niveau des tendons, mais on n'en parle pas trop ici. Donc ce fuseau neuromusculaire correspond à des fibres un peu spéciales, fibres du muscle, autour desquelles sont enroulés les dendrites des neurones sensoriels. Alors lorsque l'on parle de fuseau neuromusculaire, évidemment, on part à partir du stimulus, on va vers la zone de réception. Donc ça veut dire que l'étirement des fibres musculaires du fuseau neuromusculaire va générer un message nerveux de nature électrique au niveau des dendrites qui vont, message nerveux électrique sensitif qui va se propager jusqu'à la moelle épinière en fin de compte. Donc jusqu'au corps cellulaire du neurone sensitif via le neurone moteur. Alors il est possible, on peut enregistrer donc un message nerveux à l'aide d'électrodes que l'on appelle des microélectrodes, donc qui sont très fines, que l'on va implanter à l'intérieur d'une membrane. Et en absence de toute stimulation, on va constater que la membrane du neurone est polarisée. Une tension électrique permanente de moins 70 mV entre les deux faces, donc l'intérieur étant plus électronégatif par rapport à l'extérieur. Donc on a ce qu'on appelle un potentiel de repos d'à peu près moins 70 mV. Alors le signe moins reflète le fait que l'intérieur de la membrane est polarisé négativement. Donc cette différence de potentiel membranaire donc, est bien appelée potentiel de repos. Lorsqu'il y a une stimulation, eh bien, on peut enregistrer des modifications très brèves de la tension électrique transmembranaire. Donc ça veut dire qu'on va avoir une inversion de polarité, donc alors toujours en rapport avec les ions Na+ et K+. On va avoir une entrée, une sortie d'ions. Bon, c'est compliqué, j'en parle pas aujourd'hui. Mais l'ensemble, donc après une stimulation, on enregistre une série de modifications très brèves de la tension électrique transmembranaire. Et l'ensemble va constituer ce que l'on appelle le message nerveux. Chaque signal élémentaire est appelé potentiel d'action. Un potentiel, c'est donc une inversion brusque de la polarisation membranaire. La face interne de la membrane va devenir électropositive par rapport à la face externe qui, elle, va devenir électronégative.
Donc ça veut dire que l'amplitude, eh bien, si on part de moins 70 pour arriver à plus 30, on a globalement, concernant ce potentiel d'action, une amplitude de 100 millivolts. C'est un événement qui est local, très bref, puisqu'il se forme en quelques millisecondes, voire une milliseconde. Et ce message nerveux qui va être généré, donc qui est un ensemble de potentiels d'action évidemment, donc ce message nerveux qui est généré par un récepteur sensoriel est dépendant de l'intensité du stimulus. Plus le stimulus est important, par exemple si vous faites une frappe sur le tendon d'Achille un petit peu, il y aura quelques potentiels d'action qui vont être générés, mais si vous frappez trop fort, d'ailleurs il ne faut pas le faire, parce que vous pouvez abîmer le tendon, mais si vous frappez un petit peu plus fort, eh bien il y a plus de messages nerveux, plus de potentiel d'action dans un message nerveux qui sera un petit peu plus élaboré, plus intense, en nombre de potentiels d'action, donc en fréquence de potentiel d'action. Donc le message nerveux généré par un récepteur sensoriel est dépendant de l'intensité du stimulus. Plus l'intensité est importante et plus le nombre de potentiels d'action par unité de temps sera importante. Mais on remarque que quelle que soit l'intensité de la stimulation, eh bien l'amplitude des potentiels d'action est toujours la même. On a toujours une amplitude globale de 100 millivolts à peu près. Ça ne varie pas. Donc ça veut dire que puisque l'amplitude des potentiels d'action est constante, eh bien ça veut dire que c'est la fréquence des potentiels d'action qui va constituer le message nerveux, et cette fréquence de potentiel d'action constitue le codage de l'intensité de la stimulation. Donc plus l'intensité de la stimulation est importante, plus la fréquence de potentiel d'action est importante, et donc ça correspond à un codage. Le codage, c'est la fréquence des potentiels d'action. Ensuite, si l'on parlait de la propagation des messages nerveux, eh bien, les caractéristiques d'un message nerveux sont de pouvoir se propager le long de fibres nerveuses, que ce soit des dendrites ou des axones, sans qu'il y ait d'atténuation. Alors, ce n'est pas le potentiel en lui-même qui se propage, mais il y a formation de nouveaux potentiels d'action de proche en proche. Donc c'est pas comme les vagues sur la mer. Vous avez une vague au loin qui arrive sur la plage. C'est toujours la vague qui est au loin qui arrive et qui va disparaître. Là, c'est pas la même chose, les potentiels d'action sont générés de proche en proche. Simplement par inversion de polarité, lorsqu'il y a une dépolarisation qui engendre un potentiel d'action, il y a à un moment donné une repolarisation qui va se faire. Mais cette repolarisation va se terminer par une hyperpolarisation, mais on va pouvoir avoir un nouveau potentiel d'action qui va se former si l'intensité du stimulus est suffisamment importante. Alors, les nerfs rachidiens qui relient les organes périphériques à la moelle épinière sont des nerfs mixtes. En effet, donc, ils regroupent de très nombreuses fibres nerveuses, que ce soit des dendrites ou des axones, qui sont des prolongements cytoplasmiques des neurones sensoriels et moteurs. Donc dendrites, en général, donc on a dendrites, corps cellulaire, axone, arborisation terminale. C'est toujours comme ça. Donc dans les nerfs rachidiens, il y a à la fois des dendrites et des axones. Donc les dendrites sont des prolongements cytoplasmiques des neurones sensoriels et moteurs. Et l'axone, lui, va du corps cellulaire vers l'arborisation terminale qui fait synapse avec soit un autre neurone, soit le corps cellulaire d'un autre neurone, soit la plaque motrice d'un muscle.
Chaque fibre va ainsi conduire un message nerveux dans un seul sens. Vers le corps cellulaire pour une dendrite. Donc ça veut dire on part du récepteur sensoriel avec un message nerveux qui va être généré dans ce récepteur, dans ce récepteur sensoriel, message nerveux qui va se propager le long d'une dendrite pour arriver jusqu'à un corps cellulaire du neurone sensoriel. Et puis ensuite, du corps cellulaire pour un axone, les dendrites sont au niveau du corps cellulaire, mais ne sont pas très grandes, en fait, au niveau du corps cellulaire de l'axone ou du neurone moteur. Alors, la conduction du message nerveux va s'effectuer de proche en proche à une vitesse variable de l'ordre de 100 mètres par seconde. A noter qu'une présence de gaine de myéline autour d'une fibre va augmenter la vitesse de propagation du message, puisqu'à ce moment-là, on a une propagation, on dit qu'elle est saltatoire. Bon. Après la synapse neuronale, entre le neurone sensoriel et le neurone moteur, eh bien l'axone du neurone moteur va conduire le message nerveux jusqu'à une synapse neuromusculaire. On dit également plaque motrice, qui est une zone de connexion entre les boutons synaptiques situés à l'extrémité de l'axone et une fibre musculaire. Donc là, globalement, on a bien toujours un stimulus, un récepteur, un message nerveux sensitif qui se propage jusqu'au corps cellulaire du neurone sensoriel, puis à partir du corps cellulaire du neurone sensoriel, un axone va jusqu'au corps cellulaire d'un neurone moteur. Là, on a une synapse qui se forme, donc ça veut dire que le message nerveux codé en fréquence de potentiel d'action va être transformé en message chimique codé en concentration de neurotransmetteurs qui va générer à son tour un nouveau message nerveux de la part du neurone moteur, et message nerveux qui sera cette fois-ci moteur et qui va se propager le long de l'axone du neurone moteur jusqu'au muscle, jusqu'au niveau de la plaque motrice du muscle, où là, une nouvelle synapse neuromusculaire va se former, libérer de l'acétylcholine qui va induire la contraction du muscle. Voyons maintenant le fonctionnement synaptique, même si j'en ai parlé, on approfondit encore un petit peu plus. Eh bien, la structure et le fonctionnement de la synapse neuronale et de la synapse neuromusculaire sont comparables. Alors, il y a des petites nuances évidemment. Dans les deux cas, il existe une fente synaptique qui est un espace, puisque les deux zones pré- et post-synaptiques sont en contiguïté et non pas en continuité. Ça veut dire qu'il y a un espace entre les deux, espace de 20 à 50 nanomètres, donc c'est très petit, qui sépare la fibre nerveuse présynaptique de l'élément post-synaptique. Donc fibre nerveuse présynaptique, arborisation terminale par exemple du neurone moteur, et élément post-synaptique par exemple la plaque motrice du muscle. Alors, l'observation au microscope électronique montre que le cytoplasme situé à l'extrémité de la fibre présynaptique contient des vésicules qui contiennent des neurotransmetteurs. Donc, le message nerveux présynaptique ne peut pas franchir directement la fente synaptique. C'est dommage. Ce franchissement est assuré grâce à des médiateurs chimiques que l'on appelle des neurotransmetteurs. Les nombreuses vésicules de la fibre nerveuse présynaptique sont remplies de molécules qui sont des substances chimiques que l'on appelle des neurotransmetteurs. Donc ils transmettent au niveau des neurones un message nerveux.
Dans le cas du circuit nerveux de l'arc réflexe myotatique, eh bien, le neurotransmetteur est l'acétylcholine. Et lorsqu'il y a une arrivée de potentiel d'action au niveau de la terminaison présynaptique, eh bien, cela déclenche l'exocytose, donc la libération d'un nombre d'un nombre plus ou moins important de vésicules qui libèrent alors l'acétylcholine dans la fente synaptique. La membrane de la cellule postsynaptique comporte de nombreuses molécules sur lesquelles l'acétylcholine va venir se fixer. Eh bien, ce sont des récepteurs spécifiques, donc récepteurs du neurotransmetteur l'acétylcholine ici, qui va se fixer, elle, donc de manière spécifique sur ces récepteurs de la membrane postsynaptique. Conséquence, eh bien, si la quantité d'acétylcholine libérée est suffisante, eh bien, on va avoir des potentiels d'action qui vont pouvoir être générés au niveau de la membrane postsynaptique. Alors, la réalité est un petit peu plus compliquée, mais là, on simplifie. À noter qu'il y a une enzyme que l'on appelle acétylcholinestérase, qui est une enzyme nécessaire qui va mettre fin à l'action de l'acétylcholine. Pourquoi ? Parce que il y a un récepteur de l'acétylcholine qui fixe l'acétylcholine. Mais si, par exemple, imaginons tous les récepteurs ont fixé l'acétylcholine, eh bien ça veut dire qu'il va y avoir naissance de potentiel d'action en permanence. Ça veut dire que la stimulation va se faire en permanence. Et donc, du coup, le muscle n'arrêterait pas de se contracter. Or, il faut qu'il y ait une modulation de la contraction des muscles selon les mouvements que vous allez faire. Et donc, c'est bien la dégradation de l'acétylcholine qui va faire en sorte que les récepteurs vont libérer les neurotransmetteurs et donc la naissance des potentiels d'action va s'arrêter. Donc, il y a une modulation qui est faite entre l'arrivée de neurotransmetteurs sur les récepteurs sensoriels, sur les récepteurs spécifiques, récepteurs spécifiques, pas sensoriels mais spécifiques du neurotransmetteur, et puis le rôle de l'enzyme acétylcholinestérase qui va détruire en fait cette acétylcholine fixée, donc libérer les récepteurs. Donc au niveau des synapses, c'est la concentration en neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique qui va constituer le codage du message. C'est-à-dire que plus la concentration en acétylcholine est importante dans la fente, et ce sera vrai de manière générale pour n'importe quel neurotransmetteur, eh bien, plus la concentration en acétylcholine est importante dans la fente, plus la fréquence des potentiels d'action du message postsynaptique est élevée. À noter que certaines substances chimiques sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement synaptique. Par exemple, le curare va se fixer sur les récepteurs de l'acétylcholine, mais ne va pas générer de potentiel d'action. On dit que c'est un antagoniste de l'acétylcholine. Ça veut dire qu'il est capable de se fixer sur les récepteurs et donc de bloquer les récepteurs. Donc de ce fait-là, l'acétylcholine ne peut pas se fixer. Donc curare et acétylcholine sont deux molécules antagonistes. Il va provoquer donc au-delà, un relâchement musculaire qui sera durable, puisqu'il n'y a pas de contraction. Et d'autres substances vont avoir pour but d'empêcher l'élimination de l'acétylcholine de la fente synaptique. À ce moment-là, elles prolongent alors la durée du neurotransmetteur. Ce sont des agonistes de l'acétylcholine. Donc ça veut dire que par exemple, c'est une substance qui peut s'opposer au rôle de l'acétylcholinestérase. Si on neutralise l'acétylcholinestérase, eh bien ça veut dire que l'acétylcholine reste fixée sur les récepteurs. Et donc le muscle a une contraction permanente. Après la synapse neuromusculaire, eh bien les potentiels d'action se propagent le long de la membrane de la fibre musculaire.
Là, on n'est plus dans les neurones, on est dans le muscle. Et ces potentiels d'action vont provoquer l'ouverture de protéines qui vont jouer le rôle de canaux ioniques, qui vont libérer dans le cytosol, dans le cytoplasme globalement on va dire, donc dans le cytosol de la fibre musculaire, des ions calcium qui sont stockés dans un réseau de cavités cytoplasmiques que l'on appelle le réticulum sarcoplasmique. L'augmentation de la concentration du cytosol en ion calcium va provoquer la contraction musculaire en réponse au stimulus. Vous voyez que lorsque l'on parle du calcium, il a un rôle important évidemment dans le squelette. Un rôle de réserve en quelque sorte dans le squelette. Mais vous voyez que ces ions calcium ont aussi un rôle très important dans la transmission de messages en relation avec la contraction des muscles. Bon, voilà, donc on a vu les 3 niveaux d'explication concernant les réflexes, qui sont des exemples de communication nerveuse un peu particulière. On peut peut-être arrêter le cours maintenant. C'est bizarre, j'ai toujours la tête qui penche à droite. Ça fait penser à un film. Je ne sais plus dans quel film j'avais vu ça, un homme qui penche toujours la tête d'un côté. Je dois avoir une faiblesse quelque part, problème de réflexe myotatique.